Moi, je m'appelle Sophie. Et puis, c'est ça, la Fondation m'a proposé de venir témoigner concernant mon vécu comme survivante à une tumeur cérébrale. Bon, le terme est toujours un peu intense pour moi à prononcer, mais c'est quand même un état de fait. Alors, merci de me donner l'occasion de partager mon expérience. Pour moi, c'était pas facile d'écrire tout ça. J'ai eu des petits morceaux que j'avais écrits à différents moments sur les réseaux sociaux parce que je voulais partager un peu ma réalité. Je trouvais que c'était important d'en parler. Parce qu'avant d'être touchée par ça, moi, je savais pas qu'on pouvait avoir des tumeurs et qu'on pouvait être malade. J'étais en parfaite santé. Ça m'est tombé dessus un petit peu, c'est ça, comme beaucoup de gens malades par hasard et puis sans savoir longtemps ce que c'était. Le fil conducteur de mon témoignage, je voulais garder en tête l'idée de qualité de vie. Parce que oui, je suis en vie aujourd'hui, puis j'ai été relativement bien prise en charge à certains moments de ma maladie, mais je pense qu'on aurait quand même pu faire un petit peu mieux. Puis je vois, quand j'entends parler de centres de réadaptation, j'avoue que je suis émerveillée de voir que cela existe. Et puis, c'est ça, je pense que dans mon cas de figure, ça aurait pu être pertinent. Puis j'ai également entendu d'autres personnes qui n'avaient pas eu la chance de passer par tout cet accompagnement. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous amener. Alors un petit plan très court, hein, rassurez-vous, je vais pas prendre trop de votre temps, puis j'aimerais bien qu'on garde un petit temps pour l'échange. Je vais vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé, mes 3 dernières années de vie, avec les aspects positifs, les aspects négatifs, les aspects qui m'ont beaucoup bousculé, puis ceux avec quoi je dois encore composer aujourd'hui. Mon ressenti, puis les défis personnels aussi auxquels j'ai été confrontée par rapport à cette histoire, puis il y a encore des défis aujourd'hui. Les points de vigilance sur lesquels j'aimerais qu'on ait une réflexion collective, parce que vous êtes les professionnels de la santé, puis moi je suis la patiente, mais je pense qu'on pourrait peut-être davantage travailler ensemble. Les outils qui m'ont été le plus utiles, là ça va être un petit peu plus, vous allez voir, poétique et artistique, là. Donc on va bien terminer la journée, il n'y aura pas de gros graphiques compliqués à comprendre, et un temps d'échange avec vous. Alors c'est ça, je voulais commencer avec une image qui est d'une photographe que j'aime beaucoup. C'est une photographe française qui s'appelle Dorothy Shoes, qui souffre de la sclérose en plaques et qui a commencé à faire une exposition photo qui s'appelle Les colères planquées. C'est un anagramme pour sclérose en plaques. Puis je trouvais que cette photo représentait bien finalement ce que j'avais vécu, peut-être encore un petit peu ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire les fils qui s'en mêlent au-dessus de la tête. Puis l'impression d'avoir aussi différentes personnalités, parce que souvent quand on me voit, les gens me disent en fait, t'as l'air super en forme, il n'y en a pas de problème, Sophie, t'es fatiguée, t'as 37 ans, t'es fatiguée, pourquoi? Donc je trouvais que cette photo représentait bien mes défis. Donc moi j'ai 37 ans en effet, puis en juillet 2015, après plusieurs mois de confusion, de fatigue extrême, de troubles de l'humeur, le diagnostic était tombé, j'avais une tumeur qui avait envahi mes méninges. Donc je souffrais d'un méningiome, au lobe temporal gauche. Donc il y avait plusieurs symptômes qui avaient précédé ce diagnostic. Je mélangeais les mots, je commençais à avoir des crises d'épilepsie partielle. Je ne savais pas que ça en était, mais je me retrouvais à parler dans des conversations. Puis là, mon esprit partait ailleurs. Puis les personnes qui me connaissaient bien me disaient « Qu'est-ce qui t'arrive, Sophie? T'es fatiguée ?» Puis moi, je ne savais pas. J'étais « Oui, je suis fatiguée. » Puis ça a duré comme ça plusieurs mois. Ça s'est même étalé sur 1 année et demie. J'ai un petit journal, donc maintenant je le relis, puis je vois tous les moments où je notais « absence ». Tiens, c'est bizarre, ça se reproduit de plus en plus. Puis j'ai couru après les médecins. Mon médecin de famille me disait « C'est psychologique, prenez des petits tranquillisants, ça va passer ». Je suis allée voir mon acupuncteur qui ne savait pas trop, une psychologue qui me disait ça va passer, ensuite un physiothérapeute, ostéopathe qui m'ont dit ça va passer. Puis moi je suis retournée voir mon médecin de famille, notamment après un épisode dans le cadre professionnel où j'ai fait une crise d'épilepsie. Je ne savais pas que c'en était une, mais en pleine réunion, je commençais à présenter un projet, puis là, tac, j'ai commencé à partir dans autre chose. Je ne me souviens même pas de ce dont j'ai parlé, mais mes collègues m'ont appelé le soir même en me disant « Sophie, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc j'ai écrit à mon médecin de famille en lui relatant ce fait-là. Là encore, elle m'a dit « Je pense qu'il n'y a pas de problème ». Donc j'ai insisté pour passer un scanner. Puis je l'ai passé le 17 juillet 2015. Et là, c'était un peu traumatisant. Même encore maintenant, quand j'en parle, c'est traumatisant. Moi, j'y allais en pensant, comme tout le monde, ça va passer, il n'y a rien de grave. Donc j'y allais pour me rassurer. Et le soir même, les policiers sont venus me chercher chez moi, me disant « Il faut aller de toute urgence à l'hôpital, Sophie, parce que vous avez une masse au cerveau et puis il y a un risque d'hémorragie.
En tout cas, bref, il faut aller à l'hôpital de toute urgence. Je vois qu'il y a des gens qui sont étonnés. Moi aussi, j'ai trouvé ça rude et intense. Ma vie est intense. Et puis, c'est ça, mon cerveau était inflammé. Enfin, il y avait une inflammation au niveau du cerveau. Puis là, j'ai passé 24 heures sans savoir, entre la vie et la mort. Là, j'avoue que je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Puis peut-être que vous l'entendez à mon accent, moi je suis française, donc j'ai appelé ma famille. Ça a été difficile, ça aussi, parce que parler à ses parents puis à sa sœur au téléphone, je suis émue. Donc c'est ça, j'étais un peu ébranlée. Donc ça a été 24 heures difficiles. Mais ce qui m'a... En fait, derrière ça, il y avait aussi beaucoup de soulagement. Ça peut paraître étonnant, mais je me suis dit, au moins, je sais ce que j'ai. Et il n'y avait pas le côté, on ne vous écoute pas, on ne vous croit pas. Et je me suis dit, au moins, mon intuition et mon ressenti étaient bons. Donc ça, c'est un des points sur lesquels j'insisterai plus tard, peut-être être davantage vigilant concernant l'intuition et le ressenti des patients. Donc j'ai été emmenée en urgence à l'hôpital Jean Talon, puis j'ai été transférée à l'hôpital Sacré-Cœur. Je tiens à souligner ici la qualité de la prise en charge, parce qu'autant avant, c'était vraiment le brouillard total. Après, je vous dirais que c'est pas mieux. Mais pendant, quand c'est très grave, au moins là, le système médical est efficace. Ça, je peux quand même le souligner et l'apprécier. Donc j'ai passé beaucoup d'examens et puis il y a eu des longues heures d'attente parce que je ne savais pas si c'était un cancer ou quoi que ce soit. Quand on dit une masse au cerveau, puis quand on n'a pas de connaissances concernant cette réalité médicale-là, on s'imagine tout et son contraire. Heureusement, ce n'était pas un cancer. Donc c'était un méningiome bénin. Et puis entre-temps, ma sœur a pris l'avion, mes parents sont arrivés progressivement. J'ai un bon réseau d'amis ici qui m'a soutenue. J'ai été opérée une dizaine de jours après avoir été hospitalisée. Entre-temps, on m'a donné de la cortisone pour réduire l'inflammation. Et puis j'étais en mode survie, mais au moins je savais contre quoi je luttais. Donc je me suis mis tenue de guerrière. Puis j'avais ma petite équipe avec moi pour m'accompagner, donc ça s'est plutôt bien passé. L'opération, elle a duré environ 6 heures. Le neurochirurgien fait un super travail. Ça se voit à peine. J'ai un petit point d'interrogation là sur la tête. Et il m'a presque pas... En tout cas, les gens pensaient que je serais rasée. Il y a des amis qui m'ont envoyé des foulards, mais je n'ai pas eu à utiliser les foulards. C'était magnifique. J'avais la tête d'un rugbyman qui avait passé un mauvais match au réveil. Mais sinon, au bout d'une quinzaine de jours, 3 semaines, ça s'était passé. Je vous dirais que c'est à la fois bien, mais c'est traître aussi, parce que finalement, tout ça reste invisible. Quand on explique ça aux gens, ils vous regardent, puis ils sont quasiment étonnés. Ils vous disent, mais tu vas bien, Sophie? Donc oui, on est en vie, mais il y a d'autres éléments à considérer, parce que c'est pas une main qu'on m'a soignée, mais c'est mon cerveau. Donc c'est le seuil des émotions, le seuil de plein de capacités dont on a besoin au quotidien. Donc j'ai passé les 3 semaines qui ont suivi. Je suis restée 24 heures en soins intensifs. 4 jours après, j'ai quitté l'hôpital. Je n'ai vu aucun psychologue. Je n'ai pas vu de travailleuse sociale. On ne m'a pas proposé de plan de congé. J'ai vu mon neurochirurgien quelques semaines après qui m'a dit vous pouvez avoir une vie totalement dissolue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez retourner au travail, il n'y a pas de problème. Donc j'ai passé après 4 semaines avec ma famille. J'étais très entourée. Puis c'est après que c'est devenu assez difficile. Parce que je suis retournée au travail en septembre, en effet, puis ça a été, je pense que j'ai un souvenir, puis là je trouve que la photo le résume très bien, j'ai un souvenir très confus de cette période, parce que j'étais absolument épuisée, et je ne savais pas quoi faire, puis c'est là que la Fondation a commencé à apparaître dans mes ressources, puis je suis allée participer à des groupes d'entraide, à la Fondation québécoise du cancer, puis c'est là que j'ai commencé à aller chercher par moi-même un certain nombre de ressources. Donc ce n'est pas fini après, parce que l'énergie a repris doucement son cours, mais avec quand même beaucoup de confusion, puis beaucoup de défis dans la concentration, dans l'explication des choses aussi à son entourage, à son milieu professionnel. C'était un gros défi. Et puis 8 mois après l'opération, donc en mai 2016, j'ai fait une première crise d'épilepsie totale. Donc j'en avais pas fait avant. Puis j'ai trouvé ça un petit peu traître d'avoir une tumeur logée dans la tête, puis d'avoir encore une capacité fonctionnelle. Puis là, je me fais opérer et boum, je me retrouve à même le sol avec des convulsions. Donc j'en ai fait une première en mai. Je suis allée voir le neurologue, on a passé des électroencéphalogrammes. Puis là, donc, ça confirmait que j'avais une activité cérébrale qui justifiait l'épilepsie là où j'avais été opérée. Donc on a commencé un traitement seulement à l'automne. Parce que moi, je résistais, les médicaments, les effets secondaires,
J'avais eu le malheur d'aller voir sur Internet, puis je voyais tous les effets secondaires, ça ne me faisait pas vraiment rêver. Donc je me suis dit, on va prendre une chance, c'est peut-être juste une crise. Et puis c'est revenu à l'automne 2016. J'ai fait 2 crises très intenses la même journée. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile sur le plan psychologique. Je trouvais ça beaucoup plus dur de me faire annoncer l'épilepsie que la tumeur au cerveau. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très difficile. Donc là, on m'a prescrit un médicament, le Keppra. Ça fait 8 mois que je le prends maintenant, avec, je trouve, des effets secondaires assez lourds. J'ai insisté pour changer de neurologue, parce que mon neurologue m'a dit, on se revoit dans 6 mois, il n'y a pas de problème. Et puis là, je me suis dit, je veux quelqu'un d'autre, parce que je pense que c'est légitime de demander d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc j'ai vu un autre neurologue récemment qui, lui, enfin, m'a écouté. Je trouvais que c'était agréable, parce qu'enfin, il comprenait mes enjeux. Il m'a dit, oui, vous pouvez avoir une bonne qualité de vie, vous pouvez avoir des effets secondaires moindres, notamment au niveau de l'humeur, des sauts d'humeur. On parlait d'impulsivité, moi, je vois un petit peu de quoi il retourne. Puis donc là, je suis en train de faire un changement donc, de médication. Puis il y a d'autres enjeux, puis je ne les nommerai pas, mais en tout cas, moi, dans la vie, je travaille sur les questions d'égalité homme-femme, mais jamais personne n'a été capable de m'expliquer pourquoi est-ce que le méningiome, ça touche majoritairement des femmes. Puis je rêverais d'avoir des études qui m'expliquent pourquoi. Peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui le savent. Les neurologues, puis c'est pas de leur faute, mais les neurochirurgiens, c'est majoritairement des hommes. Donc quand on leur parle de réalité féminine, notamment la maternité, les menstruations, les syndromes prémenstruels et l'épilepsie, j'ai rarement eu des réponses pertinentes jusqu'à maintenant. Donc je pense que ça serait bien de penser aussi les choses, la réalité médicale sous une réalité genrée aussi, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Aujourd'hui, je vais mieux. Puis c'est pour ça que c'était important pour moi de témoigner, parce que je pense qu'il y a vraiment un partage à faire de savoir entre les patients et puis les professionnels de la santé. Mais je ne dirais pas encore que j'ai atteint une qualité de vie optimale. Et puis, en ce qui concerne les ressentis par rapport à tout ça, je l'ai un petit peu dit, c'est sûr que quand on a frôlé la mort, on se dit waouh, c'est génial, je suis en vie. Donc ça reste quand même assez merveilleux pour moi, mais il y a quand même toujours un sentiment de vulnérabilité, notamment en ce qui concerne le cerveau. Puis moi, je ne suis pas une experte, je commence à comprendre un petit peu l'hypothalamus, la fonction du langage, etc. Mais ça a beaucoup joué sur mon humeur. J'ai l'impression qu'au cours des 4 dernières années, j'ai eu des personnalités différentes. Et puis pour l'entourage, pour la famille proche, pour les personnes aussi qu'on rencontre après l'opération, ça reste assez difficile à expliquer. Puis là, c'est un dessin que je trouvais plutôt bien fait. Peut-être que vous la connaissez, c'est une jeune femme qui s'appelle Lilison, une illustratrice, qui, elle, a souffert d'un cancer du sein. Puis elle a écrit 3 bandes dessinées qui sont très populaires sur la guerre des tétons, ça s'appelle, je pense, ou en tout cas, je ne sais plus comment la nommer ça. Puis je trouvais que ça expliquait bien l'après, justement, l'enjeu de l'accompagnement, parce qu'une fois qu'on est sorti du plus lourd, en tout cas de la situation dramatique, je trouve qu'on est un petit peu seul. Puis je pense que l'iceberg le montre bien dans l'après-cancer, où on prend conscience de ce qui nous est arrivé, où on commence à mesurer un petit peu les choses, on a aussi plus de clarté, au sens propre comme au sens figuré, parce que moi, dans mon cas de figure, je voyais plus grand-chose avant d'être opérée. Puis je me souviens m'être réveillée en me disant « Mon Dieu, ça y est, je vois clair ». Et puis c'est vrai à plein de niveaux en fait. Donc je suis encore un peu dans cette phase-là où je commence à prendre conscience de ce qui m'est arrivé, où je commence à m'accommoder de la réalité de l'épilepsie. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment par rapport à la vie professionnelle. Moi j'ai un travail, là j'ai la chance d'avoir un travail à 4 jours semaine, mais ça reste quand même un défi d'expliquer ça à son employeur. Je lui ai dit ce par quoi j'étais passée, puis je lui ai dit que je souffrais d'épilepsie. Mais j'aurais voulu aussi peut-être là avoir un conseil d'un ergothérapeute ou de personne qui pourrait me dire voilà comment tu peux l'amener à ton employeur, voilà comment est-ce que tu peux nommer les choses. Puis je ne vous cacherai pas que j'ai aussi un petit peu de, comment je pourrais dire ça, de la colère. Pas contre le milieu médical, je pense que comme je vous le disais, j'étais très bien prise en charge, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un marasme et un gros brouillard que moi-même j'avais parce que j'étais totalement perdue et confuse par rapport à ce que je vivais. Physiquement, j'étais très vulnérable et puis j'ai trouvé ça très éprouvant d'aller chercher par soi-même les ressources. J'ai vraiment dû me constituer mon propre bagage pour essayer de bien me soigner. Puis j'essaye de le faire encore aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça que je voulais témoigner. Je pense qu'on pourrait faire mieux que ça, en fait. On pourrait faire mieux que ça pour les personnes qui ont une tumeur. Puis j'ai l'impression aussi que quand on a un cancer, puis tant mieux pour les personnes qui ont un cancer, là, il y a une prise en charge totale. Puis quand on ajoute le mot bénin, j'ai eu l'impression d'avoir comme une appendicite qui a été soignée. Et oui, c'est bénin, mais c'est mon cerveau.
C'est mon cerveau qui a été touché, puis il y a encore des séquelles aujourd'hui. Et ça, je pense que ça sera important. Puis je pense que la Fondation, c'est un des messages qu'elle porte aussi. Là, c'est des tumeurs non malignes, mais on peut aussi, on a des séquelles, on peut aussi en mourir. Il faut aussi le prendre en considération. Et puis, c'est ça. Ce qui m'a été très utile dans les points qui m'ont beaucoup... Non, je vais revenir sur les points de vigilance avant de vous donner les outils qui m'ont été utiles. Dans les points de vigilance, dans ce qui a précédé le diagnostic, je reste encore très étonnée de la difficulté que les professionnels de la santé ont eu à poser un diagnostic. Parce que j'ai vraiment nommé les choses. Je me souviens avoir essayé d'expliquer comment je me sentais. J'ai expliqué finalement à ma façon, sans le savoir, les crises d'épilepsie partielle. Puis on me disait, c'est pas grave, ça va aller. Puis on mettait ça sur le plan de la santé mentale. Puis ça, j'ai trouvé ça très douloureux parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis j'aurais vraiment voulu qu'on soit davantage à l'écoute de mon intuition, de l'impression que j'avais d'avoir quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la santé mentale, mais vraiment de l'ordre du neurologique. L'autre point de vigilance aussi que je voulais vous amener, c'est que j'avais l'impression, en tout cas du côté de mon médecin de famille, qu'il y avait une méconnaissance de ce que c'était que les symptômes liés à un méningiome, de ce que c'était que l'épilepsie. Puis de manière générale, je pense que aussi auprès du grand public, l'épilepsie, ça peut prendre plein de formes, puis les gens, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas quoi faire, etc. Donc là aussi, je trouvais qu'il y avait une zone de brouillard qui était assez présente, même auprès du personnel médical, comme mon médecin de famille ou d'autres personnels que j'ai pu rencontrer, comme psychologue ou un acupuncteur, par exemple. La brutalité de l'annonce aussi, je pense que c'était pour m'aider, mais c'est sûr que de se faire dire les choses par des policiers, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple à gérer. La rapidité aussi, 4 jours, puis on rentrait chez vous. Puis le fait de ne pas avoir eu non plus le fameux plan de congé puis de réadaptation, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait été assez utile. Puis je sais, pour avoir partagé ça avec d'autres personnes qui ont eu un méningiome, que je ne suis pas la seule. En fonction de l'hôpital où on se trouve, on n'a pas le même niveau d'accompagnement. Puis ça, je trouve que c'est assez regrettable parce que je pense quand même qu'au Québec, aujourd'hui, des concepts comme le droit de la santé et puis la démocratie de la santé qu'on devrait aussi faire valoir. Donc, ce n'est pas normal qu'en fonction de l'établissement où on se trouve, on n'ait pas la même qualité d'accompagnement. Aussi, un autre point, je trouvais, c'était le rapport patient-expert, parce que surtout quand on est très fatigué et qu'on ne sait pas trop ce qui nous arrive, il y avait un côté très « prenez cette petite pilule, madame, on va faire ça, madame, on va faire ça, madame ». Mais je me sentais assez peu écoutée et entendue dans ce que je ressentais, dans ce que je vivais ou par rapport aux questions que je posais. Je sentais que les professionnels voulaient assez peu s'engager par rapport à l'après, par rapport au risque de récidive, etc. Donc je trouvais que ça accentuait aussi la confusion. Donc là aussi, j'ai dû aller chercher d'autres sources, d'autres informations. Aller sur Internet, parler à d'autres personnes qui étaient passées par là pour enfin avoir des réponses et des clarifications. J'aurais aussi voulu qu'on m'explique davantage ce qui se passait un peu comme un enfant de 7 ans, qu'on me montre mon cerveau, puis qu'on m'explique que ça touchait mes émotions, puis qu'on m'explique les conséquences que ça aurait, que ça touchait aussi les fonctions du langage, que ça touchait les fonctions, mes capacités à comprendre les choses. J'aurais voulu qu'on m'explique ça très simplement pour pouvoir ensuite mieux m'outiller, puis mieux après trouver des outils de compensation pour faire face à tout ça. Puis, concernant les points de vigilance dans l'après, comme je vous le disais, je trouve qu'on se retrouve très entouré pendant, on va dire, dans mon cas de figure, on va dire très entouré pendant peut-être 2 mois. Puis après, on essaye de retrouver une vie normale. Puis en fait, on se rend compte qu'il n'y aura pas de vie normale. Il y a clairement un avant et un après. Donc oui, on peut retrouver une qualité de vie. Puis je pense qu'on peut développer aussi une expertise peut-être même positive par rapport à cette expérience-là. Mais ce n'est pas vrai qu'on retrouve une vie normale. En tout cas, moi, dans mon cas de figure aujourd'hui, un peu moins de 2 ans après l'opération, je pense qu'on ne retrouve pas une vie normale. On apprend juste à vivre autrement, avec d'autres séquelles, avec l'épilepsie. Puis dans l'après, justement, l'épilepsie, c'est parce que c'est une maladie invisible aussi. Donc là aussi, c'est très difficile d'expliquer. Donc il y a beaucoup d'enjeux en termes d'expression de ce qu'on ressent. Alors ensuite, oui, puis il y a un autre point de vigilance aussi, puis je ne veux peut-être rien vous apprendre, mais je trouve ça fou concernant les médecines alternatives. On dirait que c'est un gros mot de parler d'acupuncture dans un hôpital. On dirait que c'est un gros mot de parler de méditation, de yoga, de naturopathie. En tout cas, bref, moi, je me suis fait dire vraiment, puis je pourrais les lister, je pourrais faire un livre là-dessus, sur les propos condescendants, puis
il y en a eu aussi plus positifs, mais de manière générale, soit une fermeture totale par rapport à ça, ou même les propos condescendants que j'ai entendus par rapport à l'acupuncture, par exemple. Pourtant, c'est un outil qui a été merveilleux pour moi dans mon cas de figure pour lutter contre l'insomnie, le stress, et puis aussi retrouver de l'énergie. Donc là, il me semble qu'il y aurait un petit travail à faire de rapprocher peut-être, je sais pas, une prochaine conférence entre des acupuncteurs et des neurologues. Je trouve que ça serait intéressant. Puis un autre point de vigilance, c'est se faire opérer du cerveau pour ensuite faire de l'épilepsie. Il me semble que là aussi, il aurait pu y avoir de la prévention. Puis je sais que je ne suis pas la seule personne dans ce cas-là qui a une tumeur bénigne. C'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a attendu que le pire arrive pour enfin me prescrire quelque chose d'approprié. Je sais qu'en France, par exemple, quand on a été opéré d'un méningiome comme moi, on donne automatiquement un antiépileptique. Alors après, j'imagine qu'il y a des variations selon les cas de figure. Mais là aussi, j'aurais voulu éviter d'arriver à des situations dramatiques pour ensuite me réadapter à une autre réalité. Alors, ce qui m'a aidé, puis peut-être ce qui peut aider d'autres patients, puis qui peut-être serait pertinent pour vous, c'est vraiment les groupes d'entraide. Je ne pensais pas dire ça, mais j'ai fait un petit résumé hier soir, puis je me suis dit le plus aidant pour moi, dans mon quotidien, dans ce que j'ai vécu, ça a été les groupes d'entraide. Donc, je sais que la Fondation participe à ça. La Fondation québécoise du cancer aussi. Puis c'est vraiment vous dire comment est-ce que les patients ont un savoir, ils ont une expertise, ils ont des compétences, ils ont développé des outils merveilleux pour pouvoir combiner avec cette réalité des tumeurs, de l'épilepsie. Puis là, je voulais vous donner l'exemple de... c'est une autre réalité, mais c'est une jeune femme qui souffre de la maladie de Huntington et qui a mis en place toute une chaire de recherche, en tout cas un collectif qui s'appelle Ding Ding Dong. Et elle parle d'entrédologie. Donc vraiment, elle en fait quasiment une science à part entière. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour moi, ça serait à développer, enfin vraiment aller puiser auprès des patients un savoir, des connaissances. Comment est-ce qu'ils retournent au travail? Comment est-ce qu'ils s'organisent entre eux? Récemment, j'ai assisté à une conférence sur la nutrition, puis je trouvais que les patients avaient un savoir vraiment intéressant et pertinent. Et j'ai eu beaucoup d'informations par ce biais-là. L'autre élément aussi qui m'a beaucoup aidé, puis plus que je ne le pensais, c'est la marche annuelle qu'organise la Fondation. Puis peut-être que ça peut paraître un peu surprenant, mais je crois beaucoup moi, à la dimension collective, puis à l'importance du rituel autour de ça. Je pense que ça nous permet aussi de faire comment je pourrais dire, des bilans une année après l'autre sur comment est-ce qu'on va, puis comment est-ce qu'on peut aussi échanger avec d'autres personnes sur cette réalité-là. Et ça a été très, très important. Bien évidemment, le soutien amical, familial. Ça, je pense que c'est des éléments essentiels. Puis là, je reviens là-dessus, mais les médecines alternatives, dans mon cas de figure, la méditation, le yoga, l'acupuncture, ça a été des choses très, très, très utiles. Puis pour terminer, dans mes sources d'inspiration, parce que tout ça, oui, c'est pas toujours rigolo quand on parle de tumeurs, puis les graphiques qu'on a vus, c'est sûrement très intéressant, mais c'est pas toujours très inspirant, en tout cas pour moi. Je suis allée chercher beaucoup de sources comment on va dire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que des personnes qui sont passées par là en ont fait un outil aussi de création puis de transformation. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Puis j'aurais voulu peut-être que des médecins, que le milieu médical m'amène vers ça. Nous dire que oui, on est malade, et puis oui, c'est grave, puis oui, on peut se relever, mais on peut aussi en faire un outil qui nous amène ailleurs, puis qui nous permet de développer d'autres choses. Alors, il y a une pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques mois qui s'appelle Dr B, qui avait lieu à Montréal. Et puis, c'est une pièce de théâtre entre une comédienne et son mari, neurologue, spécialisé en épilepsie. Si vous avez l'occasion de la voir, je pense que ça joue en ce moment en Europe. Ils l'ont fait dans le cadre du festival Transamérique. C'est brillant parce que ça permet à la fois de démystifier cette réalité-là, puis aussi de comprendre que notre cerveau a plein d'aptitudes, puis plein de capacités aussi à se transformer. Puis j'ai trouvé ça très, très... c'est ça, inspirant, puis ça m'a fait du bien d'aller voir ça. Là, je vous parlais de cette photographe qui s'appelle Dorothy Shoes, puis là aussi, je trouve que c'est très beau, parce que ça permet aussi de mettre des mots, puis d'exprimer autrement ce qu'on ressent. Une bande dessinée sur une jeune femme qui s'appelle Élodie Durand, qui a souffert aussi d'une tumeur bénigne, puis qui explique très très bien avec ses images en l'occurrence et ses propres mots, la parenthèse qu'elle a connue très jeune par rapport à cette maladie. Puis là aussi, je trouve que quand on est patient, ça permet, si vous saviez comment est-ce que ça peut être aidant d'avoir une personne qui vous aide à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Alors moi, je vous invite à avoir, je sais pas, dans vos établissements, une petite bibliothèque, mais pas seulement avec des gros magazines en neurosciences, mais aussi avec de la bande dessinée.
qui explique un petit peu ce vécu-là, parce que c'est quelque chose de très, très rassurant pour les patients, puis je pense que ça peut être éclairant également pour les professionnels de la santé. Une autre personne que j'ai découverte sur Internet, c'est un comédien qui s'appelle Alain Doum, qui vit à Ottawa, qui lui a eu un neurinome, puis il en a fait un livre, et puis ensuite une pièce de théâtre, qui a été jouée aussi au Théâtre La Licorne. Là aussi, il en parle avec beaucoup de poésie, finalement. Donc, il nie pas la vulnérabilité, les séquelles, etc. Mais il arrive là aussi à expliquer la maladie, ce que ça a changé chez lui, ce que ça a eu comme impact sur son entourage. Puis ça montre aussi qu'on peut aller de l'avant, puis créer autour de ça. Voilà. Puis juste pour terminer, pour conclure, pour les soignants, moi j'ai envie de dire, pour le personnel de la santé, soyons davantage partenaires. Je pense notamment que dans le champ des tumeurs cérébrales et de l'épilepsie, nous avons tous un savoir à partager dans notre vécu, puis vous dans votre connaissance, votre expertise, votre savoir scientifique. Pour les patients, je pense que c'est vraiment important de mettre en commun nos savoirs. Je suis convaincue de ce savoir-là qu'il mérite d'être développé. Puis pour les structures de soutien, je dirais continuer, parce que c'est merveilleux ce que vous faites. Je dirais peut-être un peu plus de poésie. J'insiste là-dessus, mais pour moi, l'art et la poésie, ça reste des outils thérapeutiques assez merveilleux. Voilà, je vous remercie.